Alors, je vous propose aujourd'hui de voyager dans notre beau pays de France, sur les rives de la Seine, ce long fleuve emblématique qui traverse Paris et dont on pense tout connaître, notamment de ses boucles et méandres normands, mais aussi de son activité portuaire intense et des villes principales qui ponctuent son cours. Or, connaît-on vraiment toutes les particularités, les curiosités naturelles et patrimoniales qui en font un fleuve à la personnalité propre et finalement très attachante? Alors, c'est à la découverte de ce fleuve que nous invite Jean-Louis Boudard, notre invité de ce jour, avec son bel et très riche ouvrage intitulé La Seine en roue libre, édité chez Transboréal dans la collection Voyage en poche. Après la Loire, Jean-Louis Boudard a choisi de remonter la Seine à vélo de sa source en pays bourguignon jusqu'à sa jetée dans l'estuaire de la Manche. À vélo parce que pédaler, c'est vivre autrement, un bonheur d'enfance que l'on tente de prolonger à l'âge mûr, dit-il. Jean-Louis Boudard nous offre ainsi un voyage passionnant et instructif à travers de magnifiques paysages naturels, mais aussi urbains et industriels, où l'histoire, le patrimoine culturel, la littérature, la peinture, même la gastronomie, partagent avec le fleuve une place importante dans son livre, tant notre auteur cyclo-randonneur est un amoureux de la France. Jean-Louis Boudard, bonjour. Bonjour Pascal. Grand merci d'avoir accepté mon invitation et d'être venu de Marseille jusqu'à notre micro. Mais c'est moi qui vous remercie Pascal, parce que en fait, je suis très heureux d'être avec vous ce matin sur les ondes de Radio Courtoisie. Et je dois dire que la courtoisie fait gravement défaut à notre société. Donc voilà, c'est un vrai plaisir d'être là. Et j'aimerais qu'il y ait davantage de courtoisie envers les personnels hospitaliers, envers les femmes, envers les enseignants. Et certains hommes politiques feraient bien de s'en inspirer également. Donc voilà, merci beaucoup pour ce moment de courtoisie. Merci à vous pour cette belle introduction. Alors, vous êtes ancien journaliste de presse écrite, radio et télévision. Vous aviez eu l'occasion de parcourir notre planète. Vous pratiquez également de nombreux sports, surtout le vélo. Et puis, vous êtes un passionné d'histoire, de littérature. Vous avez d'ailleurs effectué des études de lettres modernes, ce qui vous a conduit à l'écriture d'un premier ouvrage, La Loire en roue libre. Donc là, c'était du Mont-Gerbier de Jonc, donc de la source de la Loire à l'océan Atlantique, pour lequel nous vous avions reçu l'année dernière avec beaucoup de plaisir, mais par téléphone. Donc là, Exactement. moi, j'ai le plaisir, nous avons le plaisir, avec Michel qui est arrivé. Là voilà. Et donc, nous avons le plaisir de vous rencontrer, de faire cette émission en direct. Et comme on échangeait hors antenne, c'est important d'avoir justement la personne en face. Le direct n'a pas du tout la même fonction que l'interview par téléphone. Aujourd'hui, je sais que ça se pratique beaucoup en radio. En télé, on fait des vidéoconférences. Mais je trouve que le contact est fondamental. C'est ce qui me conduit d'ailleurs moi aussi à voyager. D'abord pour le plaisir de parcourir cette géographie française que j'aime beaucoup, qui est très très variée. La France est l'un des pays les plus variés d'Europe en termes de géographie. Et puis également pour les rencontres. Voilà, l'humain est au cœur de mes livres. Et c'est fondamental parce que je me suis rendu compte qu'il s'agisse de personnages connus ou de personnages inconnus. Tout le monde a une histoire à raconter. C'est ces histoires-là que je suis allé chercher. Alors, vous êtes très actif. Vous revenez après avoir remonté cette fois le cours de la Seine et rédigé le récit de cette nouvelle aventure dans un ouvrage intitulé donc La Seine en roue libre, publié chez nos amis de Transboréal, que je salue au passage, dans la collection Voyage en poche. Alors, il s'agit d'un second livre très réussi, vraiment dans la veine du précédent, et cependant autre, où l'on retrouve votre style fluide, au vocabulaire varié, toujours très riche en informations, en connaissances, et où l'on apprend bien sûr beaucoup sur la Seine, je dois dire, même en étant parisien, ou habitant de sa proche banlieue, dirons-nous. Donc, Jean-Louis Boudard, je voudrais vous demander d'abord comment vous est venue cette passion pour le voyage et surtout le vélo. Et puis après la France. Alors le vélo, en fait, je suis cycliste depuis longtemps, cycliste sur route parce que j'adore le sport. Le sport, pour moi, quelque chose de fondateur pour un individu, et je trouve que c'est important de pratiquer. Je continue toujours de pratiquer le sport, la randonnée, la marche, le vélo. Et le voyage à vélo est quelque chose de différent. Quand on fait du cyclisme sur route, on part de chez soi le matin, on fait 3 ou 4 heures, on fait 80 ou 100 km, et puis on rentre chez soi et on se repose. Le voyage à vélo, c'est tout à fait autre chose, puisque là, on part en itinérance. On part d'un point A vers un point B qui, au fil de l'expérience et des années, recule de plus en plus. On commence par 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 4 semaines, et puis plusieurs mois. C'est ce que connaissent un petit peu tous les adeptes du vélo connaissent ce virus. Donc, en fait, le voyage à vélo est quelque chose pour moi d'assez récent,
puisqu'il date de septembre 2020. Et je me souviens très bien qu'en septembre 2020, donc c'est l'année du Covid, j'étais à l'hôpital et on venait de m'opérer d'un cancer du rein. L'opération s'est mal passée et j'ai perdu énormément de sang et je me suis retrouvé, moi, le sportif, allongé sur un lit d'hôpital, exsangue, sans pouvoir me lever. Je me rappelle qu'il m'a fallu des jours et des jours avant de pouvoir atteindre, grâce à 2 infirmières qui me portaient, la porte de ma chambre. Et toucher la porte de ma chambre a été un exploit, un premier exploit. Et en ce mois de septembre 2020, le Tour de France avait été décalé pour raisons de Covid. Et sur le poste de télévision éteint dans ma chambre, je voyais des petits hommes se déplacer dans la campagne française du côté de la Loire. C'était, je m'en souviens, du côté de Saint-Étienne. Et à ce moment-là, moi qui étais sur mon lit totalement incapable du moindre effort, je me suis donné un défi, celui d'un jour de remonter à vélo et pourquoi pas de parcourir le fleuve de mon enfance, puisque j'ai passé toute mon enfance à Tours, et de suivre la Loire. Et c'est ce défi, en fait, qui m'a initié au voyage à vélo, et depuis d'ailleurs, je n'arrête plus. Alors, en tout cas, on peut aussi en profiter pour comment dirais-je, avoir une pensée chaleureuse envers toutes les personnes qui sont atteintes de cette maladie et qui écoutent l'émission. Et même au-delà de tous les gens qui sont malades, moi, le message que j'ai envie de leur dire, c'est croyez en vous, ne désespérez pas. Moi, j'ai connu ce désespoir, hein, ce fond dans lequel on est complètement enseveli, on ne se sent plus capable de rien. Et puis un jour, par la volonté, par le défi, moi je vous conseille, si vous êtes malade ou si vous nous écoutez actuellement dans votre chambre d'hôpital, voilà, croyez en vous et mettez-vous un défi, ne serait-ce qu'aller à pied à la porte de votre chambre, c'est un premier pas. Merci beaucoup Jean-Loup Boudard. Alors, cette fois-là, donc après la Loire, vous décidez d'explorer la Seine. Moi, j'ai envie de vous demander pourquoi. Parce que généralement, la Seine est connue pour des aspects, on va dire, pas forcément en dehors, bien sûr, de la vallée de la Seine, des boucles, pour sa pollution, pour également ses sites et ses rivages industrialisés, urbanisés. Elle n'est pas très séduisante. Non, c'est pas forcément le fleuve qui fait envie. Hein. Quand on pense au fleuve français, on pense à la Loire, bien sûr, le fleuve royal avec ses châteaux, sa vallée extraordinaire. On pense au Rhône qui se dirige vers la Méditerranée, c'est un peu l'autoroute des vacances. La Garonne, c'est encore autre chose, puisqu'on est là dans le sud-ouest avec un certain art de vivre. Hein. On parlait de gastronomie tout à l'heure, le sud-ouest, c'est une région fabuleuse. La Seine, elle fait moins envie. J'avoue. Et lorsque j'ai eu le désir de raconter ce fleuve, je me suis dit, c'est quand même un fleuve qui va moins me plaire que la Loire. Voilà. Et je l'ai découverte, je l'ai parcourue et j'ai appris à l'aimer. Et parce qu'elle est séduisante, elle est très différente. La Loire, c'est un fleuve qui naît, comme vous l'avez dit, au pied du mont Gerbier-de-Jonc, donc à 1451 mètres d'altitude. C'est un fleuve en Ardèche qui est torrentiel. Hein. Il y a des cascades. C'est un fleuve très vivant, très sauvage. Je renvoie les auditeurs d'ailleurs à votre premier livre. C'est gentil. C'était vraiment un fleuve qui est impétueux, voilà, et qui après s'élargit. Et puis, dans son cours inférieur, elle bouge, elle a des crues. C'est un fleuve vraiment vivant. La Seine est beaucoup plus tranquille. C'est un fleuve qui naît sur le plateau de Langres. Là, on est beaucoup plus bas. On est à 449 mètres d'altitude. Donc, il n'y a pas beaucoup de pente. La Seine, c'est un fleuve tranquille. J'allais dire peinard. Voilà. Et ça fait aussi beaucoup de bien parce que elle m'a appris à ralentir. Pendant toute mon existence en tant que journaliste, je n'ai pas arrêté de courir en regardant ma montre au poignet, en ayant toujours l'impression d'être en retard. Et la Seine a un caractère extrêmement apaisant. Et elle coule d'une façon extrêmement tranquille. Pour vous donner juste un chiffre, Notre-Dame de Paris se trouve à 26 mètres d'altitude. Vous imaginez la pente qu'il y a pour descendre jusqu'à la Manche. C'est pour ça que la Seine crée des méandres, parce que son flux étant tellement tranquille que elle prend son temps. Et moi, j'ai beaucoup aimé prendre mon temps avec elle. Alors, ça se ressent vraiment dans votre livre, parce que vous écrivez effectivement son rythme langoureux vous incite à ralentir et qu'elle vous apaise. Vous, justement, je vais dire l'homme pressé, en tout cas ancien journaliste, on imagine, également voyageur. Donc, elle vous apprend vraiment à vous apaiser. Elle m'a beaucoup appris. Elle m'a beaucoup appris, oui, complètement. Et je trouve que, traversant la ville de Paris, traversant la banlieue, traversant ces zones industrielles dont vous avez parlé, je trouve qu'il y a un paradoxe incroyable entre cette espèce d'effervescence urbaine dans laquelle passe la Seine et puis sa tranquillité. J'ai envie de dire, la ville aboie, la Seine passe.
Voilà. Et Belle ça fait beaucoup de comparaison. bien. Ouais, voilà. Et ça fait, oui. Voilà. Moi, en parlant de la Seine, il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est l'équanimité. C'est-à-dire que depuis sa source quasiment jusqu'à son embouchure dans la Manche, elle garde le même rythme. Elle est impassible. Et on n'est pas loin de la philosophie bouddhiste là. Ah, C'est-à-dire essayer d'être en paix, quels que soient les territoires que l'on traverse. La Seine traverse des territoires extrêmement variés. C'est le port de Gennevilliers qui est un enfer routier. En arrivant dans cette boucle de la mm. Seine en amont de Paris, en aval de Paris, pardon, j'ai eu le sentiment d'être au lieu de rendez-vous de tous les camions d'Europe. C'est infernal. Et Et puis vous vous avez seul cycliste en plus. le seul cycliste. Il n'y a que moi pour faire du vélo dans des endroits pareils. Et tout est allé, vous n'avez pas eu d'accident puisque vous Non, êtes non, là. tout à fait. Et puis en même temps, vous passez dans des endroits verdoyants, apaisants. Et là, j'ai plein d'exemples en tête où la Seine a encore cette capacité de séduire. Voilà. Donc, si j'ai un conseil à donner à tous les gens qui ont envie de marcher ou de faire du vélo, beaucoup plus qu'en voiture. En voiture, on rate plein de choses. À pied ou à vélo, on est vraiment au plus près du fleuve et on peut arriver à l'apprécier autrement. C'est tellement vrai. Et vous dites d'ailleurs que au fur et à mesure, votre relation avec elle, avec le fleuve, la Seine, un peu distante au début, hein, eh bien, il va y avoir une complicité qui va naître au fur et à mesure et puis qui va arriver finalement au fait que vous allez être très attachés. Ben, c'est très étonnant. Et d'ailleurs, je fais souvent la comparaison entre un fleuve et une femme. La Loire, c'est un amour d'enfance, un amour de jeunesse. On reste toujours attaché à ces amours de jeunesse. D'ailleurs, vous en parlez dans votre livre. Tout à fait. Et là, on va dire, il y a eu un coup de cœur immédiat. On peut même parler d'un coup de foudre. Avec la Seine, c'est différent. J'ai eu une relation, et j'en parle comme avec une femme, c'est étonnant. Plus sur le tard. Hein. Voilà. Donc, ça fait penser à ces relations qu'on a quand on a passé la soixantaine. On est soi-même plus apaisé. On n'est plus dans le coup de cœur, dans le coup de foudre. On est dans une relation, je dirais, plus tranquille. Voilà. Et je ne suis pas tombé amoureux de la Seine directement. Il a fallu du temps. Mais en fait, en la fréquentant, en passant du temps avec elle, j'ai appris à la connaître, j'ai appris à la comprendre, j'ai appris à l'aimer, parce qu'elle a des aspects qui sont, vous l'avez dit très bien, peu séduisants. C'est vrai, on ne va pas le cacher. La Seine n'est pas le plus beau fleuve d'Europe, mais elle a tellement d'attraits, tellement, je dirais, de sites admirables. Et puis, elle véhicule tellement de culture à travers la littérature, à travers la peinture. Et puis, il y a cette lumière extraordinaire qu'ont vraiment aimé et tenté de percevoir tous les impressionnistes. Moi, j'avoue, aujourd'hui, je suis un fan de la Seine. En tout cas, vous en parlez merveilleusement bien et on est ravis de vous avoir pour cela. Petite précision juste, avant de rentrer vraiment dans le cheminement, l'aventure, quelques aspects. Quand vous partez cette fois-ci par rapport à la Loire, c'est la fin du mois d'août, donc il va y avoir une très belle fin arrière-saison, mais vous allez souffrir quand même de chaleur, de la soif aussi, le problème de l'eau. Ça, c'est un aspect. Vous partez avec le même vélo gravel. Tout à fait. C'est le même qui c'est le même, c'est mon fidèle compagnon. C'est votre fidèle compagnon. Vous voyagez léger parce que, comme pour la Loire, vous avez décidé de loger chez l'habitant pour les rencontres. Oui, je logeais chez l'habitant. Et il y a un choix qui se pose à tous les voyageurs à vélo. Il y a deux options. Soit on choisit de dormir chez l'habitant, comme je l'ai fait, pour favoriser les rencontres. Et puis je pars du principe que les gens qui habitent sur place ont une connaissance que moi je n'ai pas. Quelqu'un qui vit depuis 25 ans avec Corbeil-Essonnes, il n'a pas la même vision que vous. C'est clair. Voilà. Et alors, l'autre option qui est le bivouac, c'est-à-dire que voilà, c'est très agréable, je l'ai fait également, et on dort dans des endroits de préférence isolés, tranquilles, tout près de la Seine, et là, on ne voit personne. Vous êtes tout seul, vous montez votre tente, vous sortez votre réchaud, et ce qui me manque dans ces cas-là, c'est justement le contact. Et moi, c'est pas dangereux, justement. Ça peut l'être, il faut faire attention, notamment pour ne pas se faire voler son vélo, sans quoi le voyage s'arrête immédiatement. Il faut bien choisir son endroit pour bivouaquer, c'est pas toujours simple, mais voilà, comme vous l'avez dit, j'ai préféré voyager léger, ne pas m'encombrer d'une tente, d'un matelas, d'un duvet, et puis aller vers les autres, quoi. Voilà, le voyage, c'est ça, c'est la rencontre. Ça, on sent que c'est si important pour vous. Oui, parce qu'il n'y a pas de voyage s'il n'y a pas de rencontre. Je suis toujours étonné de discuter avec des gens qui m'ont dit j'ai fait le Vietnam ou j'ai fait le Sénégal, et ils sont restés dans leur camp de vacances, ils sont allés à la piscine, ils sont allés au bar, ils ont rencontré des gens locaux uniquement quand on leur apportait un cocktail. Le voyage, c'est pas ça pour moi. Le voyage, c'est fondamentalement se mettre soi-même hors de sa zone de confort, aller vers les autres. C'est pas toujours simple. Les autres n'ont pas forcément envie de vous raconter votre vie. Mais j'avoue que, bon, quand on arrive à vélo,
Déjà, il y a une sorte de curiosité. Les gens se disent, mais d'où il vient celui-là Ouais. et où il va? Ouais. Parce que le voyage à vélo, contrairement à la marche à pied, permet de se déplacer sur des distances qui sont beaucoup plus importantes. Faire la Seine à pied, c'est 1 mois et demi de marche, 2 mois. Et C'est ce que j'allais pas vous le même demander voyage. aussi. Voilà, vous avez mis à peu près 2 mois pour... J'ai mis 1 mois pour faire tout Ouais. le voyage, oui. Oui. Ouais. 1 mois en m'arrêtant justement pour pouvoir rencontrer les gens que je souhaitais voir et puis aussi parler avec des inconnus d'une façon impromptue parce qu'il faut aussi se garder cette capacité de s'arrêter Ouais. et se dire à un moment donné, tiens, ce gars, cette femme, elle a sûrement quelque chose à me raconter. Puis des fois ça marche pas, mais souvent ça marche. Ça, c'est la spontanéité finalement Tout à fait. Il faut du garder ça, voyage ouais, ouais. et de la rencontre. Oui, vous le disiez d'ailleurs, vous aviez bien préparé j'allais dire ce voyage, cette remontée de la Seine, d'autant que vous ne la connaissiez pas ou très peu. Donc on imagine un grand travail en aval, un grand travail Tout à fait, de recherche. Ouais. Et puis vous avez, c'est cela qui m'a moins intéressée, c'est que vous avez programmé en quelque sorte des rencontres, parce qu'on parle rencontres, il y en a quand même certaines, et des rencontres extrêmement variées. Oui, effectivement, la rencontre, c'est le but du voyage parce que la Seine est peuplée. Le bassin parisien, c'est 11 millions d'habitants. Si on prend la Seine entre Paris et Le Havre, c'est 14 millions d'habitants. Donc, c'est un des bassins de population les plus importants de France. Donc, la Seine a toujours été peuplée depuis l'Antiquité. Et voilà, je considère que ce sont les êtres humains aussi qui font la vie du fleuve. Et donc, j'avais envie de rencontrer effectivement un certain nombre de personnes qui sont comme dans un film, en fait, comme dans une fiction, des personnages. Ouais. Voilà. Je suis toujours à Ouais. la recherche de personnages. Ouais. Je me souviens d'un rédacteur en chef qui m'a dit, quand j'ai commencé ma carrière il y a très longtemps dans la presse écrite, il m'a dit il n'y a pas de bon article si tu n'as pas un bon personnage. Voilà. Un personnage, ce n'est pas forcément quelqu'un d'inventé. Ouais. Tous les personnages qui sont dans mon livre sont des gens de chair et d'os qui vivent. Auxquels vous rendez hommage d'ailleurs à la fin du livre aussi. Tout à fait. Voilà. Et ils m'ont toujours très très bien reçu et je leur en sais gré. Mais il y a des gens voilà, que je voulais rencontrer à tel ou à tel endroit. Donc dans ce cas-là, on prend rendez-vous. On essaie de trouver un jour, une heure pour que les gens soient disponibles. Et puis on s'arrange en fait avec son itinéraire et puis avec son calendrier pour être à l'heure au rendez-vous le jour du... C'est ce qu'on se assez quand même. Parce que les gens sont rendus disponibles, vraiment. Ouais, ouais. Et quand il m'est arrivé de dire à une telle personne, mais je ne peux pas être à Rouen tel jour, parce que ce jour-là, je suis à Paris. Et à vélo, Rouen-Paris, ça ne se fait pas en 1 heure. Donc, bon, on va trouver une autre date. Et puis, les gens, ils sentent qu'il y a une envie de ma part de les rencontrer, parce que j'ai envie de raconter une histoire. Et donc, on trouve toujours le moyen de s'arranger, ouais, vraiment. Il y a une rencontre comme ça, j'y pense, mais à Notre-Dame, lorsque vous êtes à Paris, avec un photographe américain. Oui, Thomas Van Soutrive. En fait, c'est lui qui, le premier, a pénétré après l'incendie de Notre-Dame dans l'édifice. Et Thomas, donc, a été choisi parce que c'est un journaliste américain, vous l'avez dit, qui travaille pour un grand magazine qui s'appelle National Geographic. Et Notre-Dame de Paris était effectivement au centre de toutes les préoccupations. Hein. Lorsque la flèche de la cathédrale s'est effondrée, ça a suscité un émoi mondial, international. Tout le monde s'est senti touché au plus profond. Et le National Geographic donc, a proposé Thomas pour être le premier photographe à entrer et à filmer tous les travaux, et puis surtout à filmer également l'état de la cathédrale à ce moment-là, qui était rempli d'une atmosphère il y avait de la poussière, il y avait de la poussière de plomb, il portait un masque, et on l'a laissé travailler. C'est ça qui a été fabuleux, c'est-à-dire qu'il n'avait de compte à rendre à personne. Il pouvait entrer et sortir de la cathédrale quand il le voulait, la nuit, le jour, et il a fait des photos extraordinaires qu'on ne reverra... Oui, qu'on peut voir, mais la situation telle qu'il a vue, on ne la reverra plus jamais. Enfin, je l'espère en tout cas, je touche du bois. Oui. Mais voilà, et il livre un témoignage extraordinaire sur les compagnons qui ont participé à cette œuvre monumentale, la reconstruction de Notre-Dame. Et je voulais le rencontrer, oui, absolument. Justement, ça a attiré mon attention parce que la dernière émission, ça, c'est un personnage qui m'a plu. Voilà. Oui, et ce qui est très étonnant, c'est que Thomas, alors je l'ai rencontré, la cathédrale n'était pas encore réouverte au public, donc on s'est retrouvés sur le parvis, au milieu de plein de gens qui étaient là, qui attendaient. On sent qu'il y a que l'on soit croyant ou pas, il y a quelque chose autour de cette cathédrale qui nous anime. Et il m'a dit, vous savez, moi, je ne suis pas croyant. Voilà. J'aimerais l'être, mais voilà, je n'ai pas de rapport à Dieu d'une façon particulière. Mais après plusieurs semaines,
J'ai vu un matin, il m'a parlé de ce moment précis où il a vu la lumière se lever sur la Seine. Il était perché avec un harnais et des cordages sur les échafaudages de Notre-Dame. Il a senti quelque chose qui se passait, quoi. Et ça l'a touché au plus profond. Et il m'a dit, je n'ai jamais fait un travail qui m'a autant bouleversé que ce travail sur la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il a senti quelque chose, une présence. Voilà. C'est effectivement bouleversant. Très fort, vraiment très très fort. Et je vous demande juste peut-être en quelques mots de nous dire votre itinéraire, donc à vélo, qui est peut-être résumé dans les 3 parties de votre livre. Oui, alors c'est difficile de reprendre tout l'itinéraire, vous en rendez compte. Bon, en fait, la Seine, pardon, je suis obsédé par la Loire. Ça peut m'arriver aussi, effectivement. La Seine donc, prend sa source, on l'a appris à l'école, hein, sur le plateau de Langres. On est à peu près à 40-45 km au nord-ouest de Dijon. On est en pleine Bourgogne. C'est une région absolument magnifique que j'ai découverte. Je connaissais peu la Bourgogne. Et il se trouve qu'elle prend sa source, en fait, au pied d'une déesse gauloise qui s'appelle Sequana. Et Sequana, c'est une déesse on est au 1er siècle avant Jésus-Christ, et qui a été vénérée par les Celtes. Les Gaulois attachaient beaucoup d'importance à l'eau. Ils étaient profondément respectueux de tout ce qui touche aux sources. Et Sequana avait le pouvoir de pouvoir guérir. Un peu comme les gens qui vont à Lourdes aujourd'hui ont le sentiment que l'eau peut leur apporter quelque chose. Et il y a eu des guérisons. Donc les gens venaient apporter des ex-voto que l'on retrouve au musée archéologique de Dijon. C'était des petites figurines de bois qui représentaient les parties du corps qui ont été soignées. Ils venaient remercier la déesse. Et voilà, ça part de là. Et à ce moment-là, ce qui était très étonnant, c'est qu'on connaît tous la Loire, la Seine à Paris, hein, quand elle passe sous le pont Alexandre III avec cet air majestueux. Mais quand on est en Bourgogne, en Côte d'Or, au pied de la déesse Sequana, c'est un tout petit filet d'eau insignifiant. Et voilà. Ce qui est magnifique, c'est que vous vous émerveillez. Oui, mais j'en suis encore merveilleux parce que j'ai les images dans la tête. Donc voilà, elle quitte la Bourgogne, on passe en Champagne, bien sûr, dans l'Aube, là où les vignobles, les premiers vignobles de l'appellation Champagne commencent à mûrir. En septembre, j'ai vu ces vignes de Champagne, c'est des grappes de pinot noir qui sont énormes. Les vendanges allaient commencer quelques jours plus tard. Magnifique, là, c'était la bonne période pour les paysages. Et puis on découvre des villes qui sont assez impressionnantes. Je n'avais jamais mis les pieds à Troyes, par exemple, qui est une très très belle ville. Troyes est une des villes les mieux préservées de par son patrimoine médiéval. Elle compte un nombre très important de maisons à colombages. Et puis le centre-ville est magnifique. Donc voilà, la Seine traverse Troyes. Elle se dirige ensuite en Seine-et-Marne vers Melun. Voilà. Et puis là, on trouve également ce que je ne connaissais pas, c'est ces maisons du 19e siècle, de la Belle Époque, du côté de Samois, ce qu'on appelle les affolantes. Oui. C'était d'immenses maisons, mais toutes plus extraordinaires et je dirais un peu folles les unes des autres. On les appelle d'ailleurs les affolantes. Elles étaient construites par des industriels ou des commerçants qui étaient riches pour impressionner, bien sûr. Voilà. Donc, elles ont un côté un peu kitsch, mais j'avoue que ces bords de Seine, là, je me suis dit, mais on est en banlieue parisienne, alors que c'est magnifique, en fait. C'est extraordinaire. Et pour moi, la banlieue parisienne, en tant que provinciale, avait toujours un peu ce caractère tristounet, gris, la banlieue parisienne, ça fait pas rêver, quoi. Et aujourd'hui, pas particulièrement, en tout cas certaines banlieues. Certaines banlieues. Et pourtant, ça n'est pas l'entièreté de la notion de banlieue parisienne. Il y a des endroits de banlieue parisienne qui sont absolument charmants, voilà, et que j'invite tous les auditeurs à découvrir. Alors vous redonnez leur lettre de noblesse à ces banlieues parisiennes. Oui, mais complètement. Et c'était à l'époque, voilà, on est au 19e siècle, des lieux de villégiature extraordinaires, que ce soit en amont ou en aval de Paris. Je pense par exemple à tout ce qu'il y a du côté de Chatou, l'île des impressionnistes, Bougival, Croissy, Le Pec. Enfin, c'est des endroits qui sont absolument, encore aujourd'hui, qui sont très beaux. Voilà, donc avant d'arriver au Pec, on passe à Paris. Voilà. Mais après, on va reprendre un tout petit peu quand même ce parcours-là. Je vais vous demander juste de synthétiser, puis après on va revenir sur certaines étapes, parce que là, on va vous écouter. Et juste pour finir, donc après Paris, évidemment, après, c'est la Normandie, voilà, et puis le Havre et la Manche. Et la Manche, voilà, pour la fin. Alors, revenons justement sur ces sources. Cette source, c'est une source ou des sources en fait? Alors, il y a plusieurs sources, en fait. Comme très souvent dans les fleuves, c'est rare qu'il y ait une seule source. Et en fait, il y a ce qu'on appelle des résurgences. Donc, en fait, il y a plusieurs petits filets d'eau qui se rejoignent et qui forment le début de la rivière. Voilà. Alors, je vais vous lire, si vous le voulez bien.
Dans un vallon de verdure baigné par le soleil de la Côte d'Or, dissimulé par la végétation de la prairie où abondent centaurées, menthes aquatiques et vesses sauvages, un modeste filet d'eau claire coule au fond du jardin de Jacques et de Marie-Jeanne Fournier. C'est la Seine. Glissant langoureusement sur une faible pente, le ruisseau prend tout son temps. Ce qui me frappe au premier abord, c'est le calme indicible qui règne dans ce coin de Bourgogne, dans ce coin perdu de Bourgogne. De cette genèse dans la quiétude, la Seine gardera tout au long de son existence la marque d'un tempérament placide et nonchalant, hormis durant les périodes de crue, heureusement fortement rares. Donc on le voit, on voit votre écriture aussi, je trouve que c'est un bel exemple. Vous nous apprenez aussi que le site des sources de la Seine constitue un territoire de la ville de Paris. J'étais extrêmement étonnée. Oui, tout à fait. En fait, je crois que c'est en 1864 que Napoléon III, sur le conseil du baron Haussmann, décide en fait quelque part de municipaliser, j'emploie pas l'expression nationaliser, mais c'est le même principe. On municipalise les sources de la Seine pour les protéger et faire en sorte que la Seine étant un fleuve capital pour Paris, ces sources soient préservées de toute présence, de façon à garder l'entièreté. Alors c'est très drôle parce que lorsqu'on se trouve dans ce parc qui fait à peu près 3 hectares, donc aux sources de la Seine, où on voit un panneau d'ailleurs tout à fait officiel, Ville de Paris, eh ben, on se retrouve quasiment dans un square parisien avec des belles pelouses, avec des bancs. C'est le même mobilier que dans les parcs parisiens. C'est vraiment étonnant. Voilà, la seule différence, c'est qu'il n'y a personne. Et quelle différence! Oui, c'est très étonnant. Et alors, ce parc est quand même fréquenté par notamment j'en ai parlé avec pas mal de Rouennais et de Havrais qui habitent à l'autre bout et qui sont toujours très curieux de connaître les débuts du fleuve qui baigne leur ville. Donc, il y a beaucoup de Normands qui viennent en Bourgogne pour voir les débuts de la Seine. Alors ça, c'est un autre élément intéressant que vous nous apportez. Ensuite, l'autre endroit où la Seine serpente, c'est cette fameuse forêt d'Orient avec ses grands lacs. C'est ce vaste domaine forestier, écrivez-vous, acheté par les Templiers en 1255. Et là vous nous racontez... alors bon, on n'a pas forcément le temps de raconter toute l'histoire, mais sur les Templiers. C'est intéressant tout ce que vous nous dites, notamment que cet ordre mythique a été fondé par une personne, Hugues de Pins, qui habitait... Hugues de Pins, en fait, c'était le premier Templier. Là, on est à la fin du XIe siècle. Et Hugues de Pins a suivi son suzerain, le comte de Bourgogne, à Jérusalem, lors d'une des croisades. Et il s'agissait de préserver le lieu sacré, le tombeau du Christ. Et Hugues de Pins, lorsque son suzerain a décidé de quitter Jérusalem, est resté. Et il a commencé à essayer de monter une sorte de milice de chevaliers pour protéger les pèlerins qui venaient en masse à Jérusalem. Ces pèlerins étaient bien sûr brigandés tout au long de leur chemin. On leur volait leur monture, on leur volait leurs effets, leur argent. Et il s'est dit qu'il allait constituer une sorte de gendarmerie, quelque part, pour protéger ces pèlerins. Mais pour ça, il fallait des hommes, il fallait des moyens. Et les hommes, il les a trouvés. Et les moyens, il les a trouvés également, notamment avec ses campagnes. Il n'est pas resté toute sa vie à Jérusalem. Il y est mort, mais il n'y est pas resté toute sa vie. Et pendant plusieurs années, il a traversé la France, l'Angleterre, l'Écosse, la Flandre pour essayer de trouver des fonds. Une campagne de sponsoring, on pourrait dire aujourd'hui. Attention, c'est un anglicisme. Tout à fait. Et il a trouvé. Il a trouvé beaucoup d'argent, même beaucoup trop. Parce que les Templiers sont devenus, on le sait, une force politique et religieuse et militaire très puissante. C'était une armée, en fait. Et Philippe le Bel s'en est ému, puisque cette armée de Templiers lui faisait concurrence. Et Philippe le Bel, à cette époque-là, un peu comme aujourd'hui notre président de la République, avait quelques problèmes avec les finances. Vous voyez? Oui, très bien. Il s'est dit pourquoi ne pas s'emparer du trésor des Templiers. Et c'est ce qu'il a fait, en fait. Il a décidé que ces Templiers étaient des hérétiques. Il les a fait arrêter. Et il s'est emparé du trésor que beaucoup ont cherché, mais il n'existe plus. Ce trésor a été enseveli dans les finances royales. Alors vous dites que peut-être que le trésor, en tout cas aujourd'hui, des Templiers, c'est cette forêt d'Orient. Oui, parce qu'elle est magnifique. J'aime beaucoup la forêt, d'une façon générale, mais en pénétrant dans cette forêt d'Orient, j'ai vraiment été saisi par l'essence de ces arbres qui sont magnifiques. Il y a une quarantaine d'essences d'arbres différents. Puis ce sont des arbres qui sont très grands, puisque cette forêt date de cette époque. Voilà. C'est une forêt du XIIe siècle.
Donc vous imaginez, je dirais, à la fois le caractère séculaire, et puis les arbres sont magnifiques. Et cette forêt est préservée aujourd'hui, hein. Elle est quand même fréquentée, il y a des pistes cyclables, il y a des routes, voilà. Mais je dirais ça reste raisonnable. Et la forêt est intacte. Et c'est un grand plaisir. Très bien. Il est temps, je crois, de nous identifier, cher oui. Michel. Heureusement que vous êtes là pour me le rappeler. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal des cultures et de l'exploration du jeudi 20 mars 2025. Le patron de cette émission est Pascal Maurer, assisté Michel. Le thème de cette émission est « Au fil de la Seine ». Notre invité est Jean-Louis Boudard, ancien journaliste, voyageur et écrivain, et auteur de La Seine en roue libre, édité chez Transboréal dans la collection Voyage en poche. Merci, cher Michel. Alors, chers auditeurs, je vous rappelle que cette émission est en direct, donc n'hésitez pas à intervenir. Voilà, donc cette magnifique forêt d'Orient, avec ses lacs aussi, et il y en a, et notamment lac qui sert de réservoir pour le lac d'Orient. Oui, tout à fait. En fait, la Seine, bon, j'ai dit tout à l'heure qu'elle était un fleuve paisible, tranquille. Oui. C'est pas toujours le cas, hein. Comme tous les fleuves, la Seine... J'allais dire comme toutes les femmes, pardon, je vous ai interrompu. C'est vous qui le dites, hein, c'est pas moi. Je me serais pas permis. Et les fleuves connaissent donc des périodes impétueuses, en fonction de la pluviométrie, en fonction de la saison, et ben, ils peuvent déborder. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé plusieurs fois. Ça s'est passé récemment, c'est ce qu'on appelle une crue trentonale en 2018, donc c'est assez récent. Et puis il y a eu en 1910 une crue centenale. Et là, ça a été vraiment une catastrophe, puisqu'à cette époque-là, la Seine est montée à peu près à 8 mètres au-dessus de son niveau habituel. Et il y a des images qui circulent, hein, on les voit de temps en temps, avec les députés qui se rendaient à l'Assemblée nationale en barque. C'était impossible de... Voilà. Donc, pour éviter que un tel phénomène ne se reproduise, il a été décidé d'aménager donc 3 lacs artificiels en amont de la ville de Troyes. On est à peu près à une trentaine de kilomètres de Troyes. Et ces 3 lacs, donc, permettent de réguler le cours de la Seine et d'apporter de l'eau quand il n'y en a pas assez. Parce qu'en amont de Troyes, il y a la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine, et une centrale nucléaire ne peut pas fonctionner sans eau. Et puis, il y a également la ville de Paris qui utilise pour son eau potable, une fois traitée, bien sûr, à peu près 50% de sa consommation. Donc la Seine est vitale pour Paris. Et il n'était pas question que Paris puisse manquer d'eau. Il n'était pas question non plus qu'elle en ait trop pour éviter la crue. Donc on a construit 3 lacs qui servent de régulateurs. Quand il n'y a pas assez d'eau, eh ben, on en lâche. Quand il y en a trop, on en retient. Voilà. Et ce sont 3 beaux lacs qui servent aujourd'hui de sites de randonnée, de villégiature. C'est très agréable. Donc, un endroit où aller aussi. Absolument. Moi, je l'ai retenu. Alors ensuite, donc Troyes, vous l'avez évoqué, la Seine devient praticable, enfin devient navigable, vous l'écrivez, à 170 km de sa source à peu près. Oui, à Nogent-sur-Seine. Voilà. C'est le premier port, en fait, hein, véritablement. Plus en amont, il n'y a pas assez d'eau pour qu'un bateau puisse circuler. Et Nogent-sur-Seine, donc, c'est le lieu d'implantation d'un groupe céréalier qui est très important, qui s'appelle le groupe Soufflé, et qui collecte, en fait, on est en Champagne, qui collecte toutes les récoltes ça remonte au Moyen-Âge, hein, la collecte du blé, des céréales pour les amener au moulin. Ces moulins, bien sûr, aujourd'hui, se sont modernisés. Ils existent toujours. Et le blé, le malt sont ensuite acheminés par bateau jusqu'à Rouen. Et de Rouen, là, ils sont pris en charge par d'autres bateaux qui les emmènent ailleurs. Voilà. Donc, on peut dire que la Seine est vraiment navigable entre Nogent et Le Havre. Et puis ensuite, donc je passe bien sûr les étapes, mais vous approchez la grande couronne parisienne. Et alors là, c'est le changement de décor brutal. C'est ce que vous appelez la France moche. Et Dieu sait si... Et oui. On le ressent aussi. Et vous écrivez le même désolant spectacle qui enlaidit partout l'entrée de nos agglomérations. Ouais, ça, c'est une catastrophe. On est les champions d'Europe en ce domaine. C'est-à-dire que contrairement à d'autres pays, hein, comme l'Angleterre, l'Allemagne ou l'Italie, on a construit dans les années 60-70 des zones commerciales qui se sont étendues d'une façon épouvantable. Donc on a à l'entrée de certaines villes, notamment dans la banlieue sud de Paris, dans la banlieue est également, des zones tentaculaires où on ne voit qu'à perte de vue
des panneaux publicitaires, des enseignes commerciales. Et j'avoue que quand on arrive de petits endroits bucoliques qu'on peut traverser en Seine-et-Marne, ça fait un choc, quoi, voilà. Et quand on est à vélo, encore plus, parce qu'on ressent, je dirais, à la fois le bruit et la pollution de la circulation automobile. Et là, on se dit, bon sang, mais où je suis, quoi? Est-ce que j'ai bien fait de faire ce voyage le long de la Seine? Voilà. Après, on en a parlé tout à l'heure, mais ça n'est pas l'essentiel. Voilà. On traverse ces zones assez vite, elles existent, donc j'en parle dans mon livre. Mais heureusement, je dirais que la Seine présente ce caractère un peu kaléidoscopique où les zones de la France moche se superposent ou en tout cas succèdent à des zones où la nature est vraiment préservée. Ça on le ressent très très bien dans votre livre. Et puis il y a autre chose aussi, quand vous entrez en Île-de-France, eh bien la Seine est grossie par les eaux de l'Yonne. Et là on apprend, j'ai appris en vous lisant, que l'Yonne a un très fort débit, beaucoup plus important que la Seine, d'où une controverse, notamment chez les hydrographes. Pardon. En matière d'hydrographie, en fait, ce qui différencie un fleuve d'une rivière, c'est le débit. Oui. Voilà, on considère que le cours d'eau qui se jette dans un autre cours d'eau s'appelle fleuve s'il a un plus gros débit que la rivière. Oui. D'accord ? Il se trouve qu'à Montreux-Faultionne, là où l'Yonne et la Seine se rejoignent, en fait, c'est l'Yonne qui a le plus gros débit. Donc, en fait, le fleuve qui passe à Paris, c'est l'Yonne. Oui. La Seine n'étant qu'un affluent, donc une rivière. Mais l'Yonne, ça n'a pas suscité un enthousiasme extraordinaire lorsqu'il fallait donner un nom au fleuve qui passe à Paris. Et je dirais que la mythologie et l'histoire, l'Antiquité l'ont emporté. C'est vrai que je dirais que par romantisme, on a appelé le fleuve Seine en fonction de la déesse Sequana. Et voilà, elle a malgré tout, depuis sa source, influencé les gens qui appellent, qui nomment les lieux, que ce soit les montagnes ou les fleuves. Et c'est donc ce nom de Sequana qui a été conservé. Ce joli nom de Mais en fait, Sequana, sur le plan hydrographique, je vous rassure, c'est bien l'Yonne qui passe à... C'est bien l'Yonne, voilà. Qui passe à Paris. Deuxième grande partie, on va dire, donc l'Île-de-France. L'Île-de-France, c'est quand même un grand morceau. Oui. Tout d'abord, moi, j'ai noté le clin d'œil que vous faites à Simenon, comme vous aviez fait. D'ailleurs, il était présent aussi dans la Loire, et notamment à Saint-Mamnès. Je suis un grand lecteur en fait de Simenon. Il est parfois mal considéré parce qu'on ne considère pas que c'est de la littérature, mais je trouve que à travers ses livres et notamment les 75 Maigret qu'il a pu écrire, Simenon a une plume et il arrive parfaitement à retranscrire à la fois les atmosphères, je dirais géographiques, et puis à sonder l'âme humaine. Donc voilà. Et Simenon, en fait, il se trouve qu'il a créé le personnage de Maigret sur la Seine. Simenon donc, est né en 1903. En 1928, il a 25 ans. Et à 25 ans, il décide, avec sa compagne, de naviguer sur la Seine, sur un petit canot de 4 mètres de long, ce qui s'appelle la Ginette. Et là, il découvre une atmosphère qui va nourrir ses romans, c'est-à-dire les canaux, les écluses, cette atmosphère un petit peu floue, la brume, des lieux un peu incertains. Et à tel point d'ailleurs qu'il va s'acheter ensuite un autre bateau qu'il appelle l'Ostrogo, et il partira pendant 1 an sur les rivières et sur les canaux de France. Voilà. Et le commissaire Maigret, en fait, donc, qui apparaît dans un livre qui s'appelle Pierre le Laiton, en 1931, est le premier Maigret il a été écrit sur la Seine. Sur la Seine. Mais on apprend, quand je vous disais, chers auditeurs, qu'on apprend énormément de choses avec Jean-Luc Boudard et son livre, donc la Seine en roue libre, édité chez Transboréal. Vraiment intéressant. Ensuite, alors, bien sûr, il y a la banlieue. Je voudrais juste quand même m'arrêter à Corbeil-Essonnes, que nous arrêtions à Corbeil-Essonnes et la cité des Tarterets, parce que là, vous allez vivre quand même une aventure très périlleuse, mais une aventure que vous allez vouloir, c'est-à-dire aller dans cette cité alors que vous êtes fortement mis en garde par Kéo, votre logeuse d'origine laotienne, qui est d'ailleurs un personnage aussi très attachant. Très attachant, voilà, oui. Vraiment. Je suis d'accord. Et elle ne veut pas que vous y alliez, enfin on voit bien, elle vous met en garde, mais vous décidez quand même d'y aller, donc là on se dit, il faut tout seul. Oui, en fait, au cours de ma vie de journaliste à Marseille, évidemment, j'ai été amené à travailler dans les cités des quartiers nord, qui sont malheureusement célèbres pour
à la fois leur violence, le trafic de drogue, et puis cette espèce de repli sur soi qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus y pénétrer, y compris quand on est journaliste, donc c'est compliqué. Mais à Marseille, j'avais quand même, je dirais, des contacts. On ne part pas dans les cités des quartiers nord quand on est journaliste tout seul, voilà, on sait qu'on est très mal reçu. Bon, j'ai reçu moi-même des menaces de mort, enfin, c'est pas simple. Mais malgré tout, en suivant la scène, il m'a semblé qu'il était impossible de ne pas évoquer les cités. D'autant plus qu'en juin 2023, il y a eu l'affaire Naël, donc ce jeune homme qui a été tué lors d'un contrôle de police. Et ça avait évidemment créé une semaine d'émeutes, on s'en souvient. Combien, la France a flambé. Le bilan, on l'a tiré quelques temps plus tard, il y a eu 1 milliard d'euros de dégâts. C'est colossal. Et j'avais envie de comprendre, d'aller dans ces cités. Donc j'en ai choisi 2, effectivement, les Tarterets à Corbeil-Essonnes, et puis également Val-Fouré, qui se trouve de l'autre côté de Paris, en face Mantes-la-Jolie. Et là, je suis tout seul. Et Kéo m'avait dit, n'y va pas, vous allez vous faire agresser, vous allez vous faire voler. Donc, j'ai pas pris ma carte de journaliste, j'ai pas pris mon portable, j'avais rien. Et j'y suis allé là-bas en me disant, bon, on va bien voir. Et c'est quand même très courageux. Ah oui, j'avoue. Ou alors inconscient. Non, mais voilà, je faisais confiance à ma bonne étoile et finalement, elle m'a bien conseillé parce que c'était intéressant. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que ces cités, c'est colossal. Les Tarterets, c'est 10 000 habitants. Vous imaginez des bars en béton qui sont peuplés par des gens venus d'Algérie, de Tunisie, du Maroc, de Turquie, du Mali, du Sénégal. Quand je suis arrivé aux Tarterets, j'étais le seul Européen, le seul blanc. Et c'est un sentiment extrêmement étonnant d'être comme dans un pays étranger, en fait. On l'a de temps en temps à Paris, dans le métro. Mais bon, bref. Et donc, j'avance. Et là, il y a un grand noir énorme, très grand, très costaud, qui vient me voir en me disant « Dis donc, t'es pas d'ici, toi ?» Je lui ai dit « Effectivement, ça se voit. » Et il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Donc tout de suite, on cherche à identifier. Moi, je lui raconte mon histoire. Je lui dis, je suis venu parce que j'écris un livre sur la Seine et que j'ai envie de rencontrer les gens qui vivent à côté de la Seine. Hein. Corbeil-Essonnes, c'est juste à côté. L'Essonne, d'ailleurs, c'est une petite rivière qui se jette dans la Seine. Et il me dit, t'es journaliste alors ? Je lui dis oui. Il me dit, mais d'habitude, les journalistes ne viennent là que quand les voitures brûlent. Je dis oui, mais moi, je suis venu même quand elles ne brûlent pas. Et il me dit, t'es le seul. Parce qu'on fait une fête aujourd'hui. En fait, une association locale avait organisé une grande fête de solidarité avec une association qui s'appelle Des Mains, un cœur pour ramener des fonds et essayer de créer des activités pour les jeunes. Et il me dit, tu es le bienvenu. Voilà. Et j'ai découvert en fait la cité. Je suis resté la journée entière là-bas à parler, à écouter les gens. Et il ne m'est rien arrivé, je ne me suis pas fait agresser. Mais en même temps, personne ne m'a adressé la parole, en fait. Voilà. À part Amidou, Kébé, et puis Walid Tandia, qui est un enfant des Tarterets, qui est aujourd'hui champion de France amateur de MMA, sport de combat. Bon, on fait comme on peut dans les cités pour s'en sortir. Et ça a été une expérience intéressante, très intéressante de pouvoir comprendre un petit peu. Qu'est-ce que vous avez compris, en fait J'ai compris que c'était compliqué. En fait, il y avait un repli sur soi. Je pense qu'aujourd'hui, les cités vivent en vase clos. Elles sont effectivement gangrénées par la drogue, par la violence, mais c'est très compliqué, en fait, d'en sortir. Et je l'ai compris à Mantes-la-Jolie, en fait. À Mantes-la-Jolie, vous avez d'un côté la ville, très belle, je dirais bourgeoise, et de l'autre côté, à 2 kilomètres de là, vous avez la cité de Val-Fouré. C'est 20 000 habitants. Et les gens n'en sortent pas. Il n'y a pas d'interpénétration, en fait. Chacun vit chez soi. Et comme je vous l'ai dit, quand on est au Tarteret, quand on est dans ces cités, on a le sentiment de ne plus être en France, en fait. Voilà. Il n'y a pas du tout de perméabilité. Et les seuls qui y entrent, ce sont les policiers. Ils sont mal reçus parce que ces habitants-là n'aiment pas la police et la police ne les aime pas non plus. Donc ça ne facilite pas tellement les relations. Et face à ça, Ce que j'ai compris, en fait, c'est que dans les banlieues, j'aimerais que ça se passe mieux, mais je crains que ce soit... Rien n'est terminé. Si aujourd'hui, c'est calme, ça peut repartir du jour au lendemain, franchement. Voilà. Alors, Michel, on va laisser la parole à nos auditeurs, parce que je crois que nous avons des messages. Il y a un auditeur, remerciements à Pascal Maurer et son invité. Fleuve et vie se confondent.
C'est un rêve qui se fait pierre. En complément, un passage de Blaise Cendrars. Je regarderai couler la Seine, ma vie durant. C'est un poème dans Paris. Il faut recommencer ? Non, très bien, c'est parfait. Un tout petit peu plus près du micro, Michel. Et puis, il y en a deux autres. Bonsoir à toute l'équipe et joyeux printemps depuis 10h ce matin. Merci beaucoup, merci. Excellente émission, merci de m'avoir appris les affolantes. Je ne connaissais que les bords de Marne, qu'une compagnie de bateaux-mouches faisait remonter épisodiquement depuis le quai d'Orsay. J'aurais 3 questions. Votre invité est-il apparenté à Alphonse Boudard ? Alors, j'aimerais bien, parce qu'Alphonse Boudard est un écrivain intéressant, mais non, en fait, le nom ne s'écrit pas pareil. Alphonse Boudard s'écrit avec un D à la fin, et le mien s'écrit avec un T. C'est un peu comme les deux Dupont. Et votre invité s'est-il extasié devant le cratère de Vix, le plus haut de l'Antiquité, visible à Châtillon-sur-Seine, aux sources du fleuve ? Enfin, avez-vous une explication autour de la mort de Léopoldine ? Ah bah oui. Il apparaîtrait que ce n'est pas le Mascaret le responsable. Alors, sur le cratère de Vix, oui, bien sûr, je l'ai vu. Je me suis arrêté au musée de Châtillon-sur-Seine. Et ce cratère, en fait, est un énorme réservoir qui contenait du vin, en fait. Voilà. Et il a été retrouvé dans la tombe d'une princesse gauloise. Et il a des mensurations énormes. C'est quelque chose de très impressionnant. Et cette découverte a été très importante, en fait. On a compris à ce moment-là quels étaient les rites des Gaulois. Et les Gaulois avaient l'habitude d'enterrer leurs morts avec des provisions, car ils pensaient qu'il fallait être alimenté pour vivre dans l'au-delà. Et alors, un dernier... Je n'ai pas répondu à votre autre question sur Léopoldine, mais peut-être on y reviendra tout à l'heure. Ou alors on peut en parler peut-être maintenant, parce que comme le temps passe très vite. Okay. Si voulez... Léopoldine, oui, elle est décédée le 4 septembre 1843, c'est la fille de Victor Hugo. Et lorsque je suis arrivé à Villequier, c'est-à-dire on est en Normandie, j'étais très impressionné il y a une grande statue sur la rive droite de la Seine, une grande statue de Victor Hugo qui regarde la Seine. Et c'est à cet endroit-là que sa fille s'est noyée. Et ce n'est pas le Mascaret, effectivement, pour répondre à votre auditeur qui l'a tué. En fait, ce jour-là, elle était en bateau avec son mari, Charles Vacry. Ils étaient jeunes tous les deux. Léopoldine avait 19 ans. Et un violent coup de vent a renversé le bateau. Ils se sont retrouvés tous les deux à l'eau. Et Léopoldine commençait à paniquer. Elle s'est retrouvée sous le canot et elle commençait à couler. Et son mari, Charles Vacry, qui était un excellent nageur, a plongé à 6 reprises pour tenter de sauver sa femme. Et comme il a vu qu'il n'y arrivait pas, il a choisi de mourir avec elle. Voilà. Et Victor Hugo ne s'est jamais remis de cette catastrophe. Et on se rappelle de ce poème, Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, j'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Vois-tu, je sais que tu m'attends. Voilà. Et en écrivant ces vers, il se dirige vers le petit cimetière de Villequier où est enterré encore, on peut les voir, les tombes. La tombe, ils sont enterrés ensemble. C'est une tombe commune de Charles et de Léopoldine. Un autre, toujours le même auditeur, à propos des zones humides. Sont-elles importantes en surface et volume d'eau stockés le long de la Seine ? Les 3 lacs, bassines, sont-ils raccordés sur des turbines hydroélectriques ? Un peu technique, mais je suis branché sur ces PBS pour la Loire et l'Allier, et notamment la création de la 12e zone humide au titre de parc national. Merci de votre émission. Alors là, merci, cher auditeur, on rentre dans un domaine très très technique. Peut-être pourriez-vous ensuite contacter cet auditeur ou lui répondre, je ne sais pas. Oui, c'est un peu technique, c'est compliqué de répondre à cette question, mais je vais prendre les coordonnées de l'auditeur et puis je lui répondrai d'une façon plus précise hors antenne. Voilà, merci infiniment en tout cas à vous tous, chers auditeurs, pour vos questions et pour vos réactions. Je voudrais maintenant parler d'un autre endroit que j'ai découvert avec vous, Jean-Louis Boudard, c'est Port Aviation.
Port Aviation, c'est un endroit qui est très peu connu et qui pourtant a été fondamental dans l'histoire de l'aviation française. L'aviation est née en France en 1910 et à cette époque-là, on est donc avant la Première Guerre mondiale. Les balbutiements de l'aviation se font là. Il fallait un aérodrome, donc on l'a trouvé parce qu'il était dans un endroit qui était abrité du vent et qui était bien placé. On n'est pas très loin en fait d'Orly, de l'actuel aéroport d'Orly, donc le lieu était bien choisi. Et Port Aviation, donc, c'est l'aérodrome qui a vu, par exemple, les débuts de Louis Blériot. Et moi, étant également très féru d'aviation, j'ai été très impressionné de marcher sur la pelouse de ce terrain, dans les pas de Louis Blériot. Il faut savoir qu'il n'en reste plus grand-chose aujourd'hui. En fait, ce terrain a été grignoté petit à petit par des zones pavillonnaires. Donc, il reste juste, je dirais, un bout de pelouse avec un bâtiment. C'est le seul, c'est le mess des officiers, dans lequel Blériot, ses camarades, avant de partir pour la guerre en 1914, ils se sont fait tuer sur le front des Ardennes, se retrouvaient donc pour dormir, pour manger, et puis aussi pour participer à de grandes parades aéronautiques dont le public parisien était friand. Mais c'est un lieu qui est malheureusement aujourd'hui à l'abandon. Il est préservé grâce au courage et à la passion d'un homme qui s'appelle Francis Bédéi, un ancien sergent-chef de l'armée de l'air. Saluons-le, justement. Un passionné aussi. Moi, je trouve que tous les gens qui essaient aujourd'hui en France de préserver notre patrimoine, notre histoire, sont des gens qui méritent vraiment d'être salués. Oh, combien vous avez raison. Alors après Port Aviation, un petit mot peut-être de Montgeron quand même, et l'entrée dans la légende du Tour de France. Comment ne pas parler de Montgeron en tant que passionné de vélo, il me paraissait difficile de ne pas m'arrêter donc au rond-point du réveil matin. Donc on est à Montgeron, donc on est sur la rive droite, juste en face l'aéroport d'Orly. Et Montgeron, en fait, c'est là que le premier Tour de France de l'histoire, le 1er juillet 1903, a commencé. Alors pourquoi Montgeron ? Tout simplement parce que le patron du journal L'Auto, Henri Desgranges, voulait créer une grande épreuve cycliste. Et le préfet de l'époque, Louis Lipine, ne voulait pas entendre parler de course à Paris. Il a donc fallu partir ailleurs. Et c'est Montgeron qui a été choisi. Et donc, ce 1er juillet 1903, 60 coureurs, les 60 premiers, sont élancés vers une étape de folie. Ils ont fait Montgeron-Lyon dans la journée, plus de 400 km. Ils sont partis à 15h, ils sont arrivés à 9h le lendemain, c'est pour vous dire. C'est hallucinant. On ne ferait plus ça aujourd'hui. Et, dommage. Et la légende est partie de là. Voilà. Et moi, j'ai été très, très ému de voir ce réveil matin. Donc, l'auberge du réveil matin existe toujours. C'est la même qu'on trouve sur les photos d'époque. Alors, le propriétaire a changé, évidemment. On imagine. Mais il y a toujours la même ferveur et on trouve beaucoup de cyclistes qui viennent là en pèlerinage. Et d'ailleurs, en 2003, lors du centenaire du premier départ du Tour de France, le départ a eu lieu là, en présence de Raymond Poulidor. Voilà. C'est pour vous dire à quel point Montgeron compte pour les amoureux du cyclisme. Mais écoutez, merci pour ces mots et puis merci pour ces lignes. Je vous propose, avant d'arriver à vélo à Paris, une petite pause musicale pour, on va déposer nos vélos et on va s'arrêter un petit moment devant la scène. Voilà. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, on chantait l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois
Paris, sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel. Voilà, chers auditeurs, alors cette reprise version de Sous le ciel de Paris que Jean-Louis Boudard, vous aviez envie de faire entendre à nos auditeurs. Oui, parce que Sous le ciel de Paris, bon, là, on remonte à 1951, hein, c'est la musique du film de Julien Duvivier, et puis elle a été reprise ensuite par Édith Piaf, par Yves Montand. Puis là, j'avais choisi en fait Chimène Badi et Joy Jonathan, parce que ce sont deux filles de Sequana, en fait, hein, des bords de Seine. Chimène Badi est née à Melun, et puis Joy Jonathan est née à Levallois-Perret. Voilà, donc on est vraiment avec elle au cœur de la Seine. Alors, quelques mots sur Paris. Ah là là, Paris. Quelques mots, parce que là... Oui, il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Paris, j'ai consacré 3 chapitres à Paris. C'était difficile. C'est quand même la ville lumière. C'est la capitale de la France. Et puis la Seine à Paris est vraiment magnifique. La lumière de la Seine sur Paris, d'ailleurs, a beaucoup impressionné les impressionnistes, c'est le cas de le dire, qui sont ensuite allés un peu plus loin grâce au chemin de fer. Et Paris, en fait, c'est tout petit. Hein. Quand on suit les bords de Seine, c'est exactement, je l'ai mesuré, 12 km 9, donc on est quasiment à 13. Oui, chers auditeurs, je pense que là, c'est voilà. une information. Et quand on suit alors j'ai commencé par suivre la rive droite, puis la rive gauche, en passant par l'île de la Cité, Notre-Dame, évidemment. Et ça a été une belle découverte, parce que je connaissais Paris depuis l'âge de 17 ans. J'y suis venu, comme beaucoup de provinciaux. On y va régulièrement pour... profiter de la culture, du paysage, des monuments. Et puis, je n'avais jamais traversé Paris à vélo, et j'avoue que ça a été un bonheur. Alors, je sais que Anne Hidalgo a été vilipendée pour avoir expulsé des voitures des voies sur berge, mais depuis 2016, franchement, c'est très agréable de rouler à vélo dans Paris. En tout cas, le long de la Seine. Le long de la Seine, voilà. De ce côté-là, on peut dire qu'elle a quand même, du point de vue des cyclistes, à mon avis, réussi quelque chose. Alors Paris, là, je vous conseille, chers auditeurs, notamment de lire l'extrait consacré aux bouquinistes. C'est absolument savoureux et on apprend aussi beaucoup de choses. Et puis il y a un personnage, Jérôme Calais, un bouquiniste, vraiment... Oui, il s'est beaucoup battu. J'aimerais lui rendre hommage en 2 mots quand même, parce que c'est vrai que les bouquinistes ont failli être expulsés à cause de la cérémonie des Jeux Olympiques des quais de Seine, et ils y étaient depuis 450 ans, et ils sont intimement liés à l'histoire de Paris et à l'histoire de la Seine. Paris ne serait pas Paris s'il n'y avait pas les bouquinistes, franchement. Et c'est grâce à lui et à quelques autres que les bouquinistes ont pu rester. Sortons de Paris, allons dans la banlieue parisienne plus paisible ou pas, à Conflans-Sainte-Honorine. Moi, j'aimerais... Voilà, arrêtons-nous à Conflans-Sainte-Honorine. Alors là, c'est vrai qu'on sort de Paris, parce qu'on a quitté un peu l'effervescence. Hein. Là, on n'est plus à Paris. Plus au calme, là. Voilà, c'est ça. Et Conflans-Sainte-Honorine, en fait, c'est le premier port batelier de France. Ça l'a été, en tout cas. On est à la confluence. Hein. Conflans, ça vient du mot confluence. Donc, on est à la confluence de la Seine et de l'Oise. L'Oise permet aux bateliers de rejoindre ensuite l'Europe du Nord, c'est-à-dire la Belgique, l'Allemagne, la Hollande. Donc, c'était un véritable carrefour. Et les bateliers sont intimement liés, évidemment, à la vie de Conflans-Sainte-Honorine. Malheureusement, dans les années 90, il a été décidé, notamment avec une directive européenne, d'en finir avec la batellerie artisanale.
La batelerie artisanale, en fait, c'est une péniche avec un couple, Oui. un homme, une femme, qui vivent de leur bateau. Ils n'ont pas de maison. C'est leur outil de travail et c'est leur habitation. Et ces gens transportaient du bois, du charbon, des céréales un peu partout en Europe, travaillaient en couple. Et ce petit métier, on va dire, ce que j'appelle le petit peuple des gens de l'eau, a disparu parce qu'il a fallu changer de méthode. On voit un petit peu la même chose aujourd'hui avec l'agriculture française qui est décimée pour faire place à des plus grosses entreprises ou des plus grosses sociétés. Ça a été le cas pour la batellerie. Et pour vous donner juste quelques chiffres, on ne va pas embêter les auditeurs, mais en 1980, il y avait 12 000 bateliers en France. D'accord ? 40 ans plus tard, on est en 2020, il n'y en a plus que 3 000. Voilà. Et les bateaux, les péniches traditionnelles, celles qu'on a vues quand on était jeune, les auditeurs plus âgés me comprendront, dans L'Homme du Picardie avec Christian Barbier, ces péniches-là ont disparu. On a maintenant des chalands qui sont énormes, qui sont pilotés par 4 types, jour et nuit, avec des radars. Ça n'a plus rien à voir. Donc on a complètement cassé cette batellerie traditionnelle. Et aujourd'hui, quand on se promène sur les quais de Conflans, on voit des bateaux à l'abandon, ou en tout cas ils ont l'air, ils sont souvent transformés en résidence secondaire, ils ne naviguent plus, et ça fait beaucoup de peine en fait de voir tout ce potentiel qui est inutilisé, alors que la Seine est un formidable moyen de transporter des marchandises. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 85% de tout ce qu'on consomme est transporté par la route. Tout le reste, les 15% qui restent, c'est un peu de train et un peu de fluvial. Et vous le dites d'ailleurs, on a quand même un parc fluvial très important en France, le plus important peut-être d'Europe. Oui, en France, on a à peu près 6700 km de canaux et de voies navigables qui sont gérés par d'ailleurs une société qui s'appelle Voies Navigables de France, mais qui sont complètement sous-utilisés. Et beaucoup de nos marchandises, de ce qu'on consomme, pourraient transiter par voie d'eau. Malheureusement, le consommateur aujourd'hui est quelqu'un de pressé. Ouais. Il veut son téléphone portable immédiatement et le camion va plus vite. C'est ça qui a tué aussi le transport fluvial. On peut espérer quand même qu'il y ait un renouveau ? Oui, pour des raisons environnementales, effectivement. Le transport fluvial a un impact bien moindre que le transport routier. Donc on peut espérer, si on arrive en tant que consommateur à être moins exigeant, à pas forcément avoir le téléphone dernier cri du jour au lendemain, oui, effectivement, en prenant son temps, encore une fois, on arrive à un meilleur résultat. Bien, alors Conflans, c'est aussi Samuel Paty, vous vous recueillez d'ailleurs. Je ne pouvais pas passer à Conflans-Sainte-Honorine sans aller saluer Samuel Paty. Donc là, on est en 2023. J'ai appris récemment que le collège du Bois de l'Aune allait porter son nom. C'est un peu dommage qu'il ait fallu attendre 4 ans et demi. Quand moi je suis arrivé au collège du Bois de l'Aune, j'ai refait à pied les 300 derniers mètres que Samuel Paty a fait avant d'être assassiné puis décapité par un Tchétchène. Et j'ai été très ému en fait de voir qu'à l'endroit où il a été tué, en fait il y avait juste une petite photo qui était défraîchie par la pluie et un petit bouquet de fleurs séchées. Il n'y a aucune plaque à l'époque. En fait, quand je suis passé, il n'y avait rien du tout qui pouvait signifier qu'un professeur, un enseignant avait été décapité simplement pour avoir voulu faire son métier. Et ça m'a touché parce que je pense qu'il méritait mieux que ça. Un hommage un peu plus appuyé. Comme vous rendez hommage d'ailleurs un peu plus loin au père Hamel, aussi victime de ce terrorisme islamiste. Alors, changeons un petit peu d'atmosphère et rentrons dans la riante Normandie et le Vexin et le village de Vétheuil. Pourquoi ? Parce que Monet. Monet y a passé 4 ans. Alors Monet, c'est un impressionniste évidemment et c'est aussi un nomade. Monet a beaucoup bougé en fait. Tout est parti en fait des années 1870 au moment où on a inventé le tube de couleur. Parce que ça a changé la vie des peintres. Avant cette époque-là, les peintres étaient dans leur atelier avec, faut imaginer, des immenses tableaux, des pots de pigments, de colorants qu'il fallait mélanger, et il fallait s'en servir très vite parce que ça séchait. Et quand on a inventé le tube de couleur étanche, les peintres, Renoir, Sisley, Caillebotte, Monet, sont sortis. Et quand ils sont sortis avec leur matériel, ils ont vu l'eau de la Seine, ils ont vu la lumière, et ils ont essayé toute leur vie de capter ces vibrations extraordinaires qui mêlent l'air, l'eau et la lumière. Et ça a donné des œuvres magnifiques, évidemment, jusqu'au Nymphéa qu'on peut voir au musée de l'Orangerie aujourd'hui.
Et Monet a bougé, donc il a peint à Paris, il a peint à Argenteuil, il a peint à Véteuil. Et puis, en fait, sur la fin de sa vie, il a vécu les 43 dernières années de sa vie à Giverny, qui est un endroit qui est absolument incroyable, très fréquenté. C'est un peu son problème. Mais voilà. Ce que vous écrivez, oui. Il faut aller à Giverny, malgré le monde. Il faut y aller plutôt le matin. Mais c'est un endroit fabuleux. Parce que ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que, bon, bien sûr, Monet était un peintre, mais c'était aussi un jardinier d'exception. Et il a fait du jardin de Giverny quelque chose qui est absolument éblouissant. Il y a, je crois, 300 ou 400 espèces végétales différentes. Il y a des fleurs. Alors, il faut le visiter à différentes saisons. Le mois de mai est un très bon mois pour aller à Giverny. Voilà, j'en profite pour vous le dire. Et puis, il y a ce jardin d'eau qui est extraordinaire. Et c'est devant ce jardin d'eau qu'il a peint 250 versions des nymphéas. Pour vous dire la productivité. Ouais. Monet était un peintre, en fait, qui était insatisfait, qui n'était pas content de son travail. Voilà, ce qui prouve l'humilité de l'artiste. Absolument. Et à chaque fois, il essayait de trouver ce qui pouvait exister dans l'air pour essayer de rendre son impression. C'est ça qui a donné le terme de l'impressionnisme. Hein, son premier tableau s'appelait « Impression au soleil levant ». 1874, et c'est ce tableau qui a... Alors, vous faites aussi vous-même peintre et poète. Je sais qu'on n'a pas énormément de temps, mais je voudrais quand même vous lire. À Véteuil, lorsque je regarde l'eau de la Seine, je vois la brillance du soleil aux 1000 facettes qui jouent dans les feuillages, faisant naître des reflets ondoyants à la surface du fleuve. L'image est sublime, bleue par endroits, verte ailleurs, noire à l'ombre de grands frênes aux contours hésitants. Dégradé de couleurs et de lumière, vibration de l'air, mouvement de l'eau. Tout dans ce paysage aquatique bouge en permanence et fait naître en moi une sensation unique, presque indicible. C'est cet instant précis que Monet voulait peindre lorsqu'il disait « Je poursuis un rêve, je cherche l'impossible ». C'est ça. Alors Monet qui va aller à Rouen aussi, qui va vivre, donc, comme vous le disiez, et puis Rouen, bien sûr, vous passez à Rouen, vous évoquez cet immense port céréalier d'Europe avec ces trois connexions de ports entre Gennevilliers, dont vous nous avez déjà parlé, donc Rouen, puis Le Havre. C'est ça. En fait, c'est une connexion donc, entre Havre, donc HA, Rouen RO et Paris PA qui vont former Aropa Port, qui est aujourd'hui le premier port européen en termes de transport fluvial. Et voilà, il y a effectivement un gros potentiel. Donc, on peut imaginer que le transport fluvial puisse encore se développer. Là, il y a effectivement de quoi faire. Et Le Havre, oui, c'est une ville un peu comme la Seine qui me séduisait pas beaucoup au départ. Ça paraît pas être une destination évidente de villégiature et ça l'est devenu en fait. Le Havre a un énorme succès. Elle est classée maintenant au patrimoine de l'UNESCO pour les réalisations d'Auguste Perret. Il faut savoir qu'en septembre 1944, donc on est après le débarquement de juin, il reste encore quelques poches de résistance allemande en France, notamment au Havre. Et pour les Anglais, c'est très compliqué de prendre le Havre. Ils ne veulent pas risquer de pertes humaines en prenant le Havre par la terre. Le Havre est très bien défendu par la mer, donc la seule solution que l'état-major britannique a trouvée, c'est de bombarder le Havre. Donc ils ont demandé à la population d'évacuer la ville, certains l'ont fait, d'autres peut-être par manque d'informations ne l'ont pas fait. Et pendant 7 jours, jour et nuit, en septembre 1944, les Britanniques ont bombardé le Havre. Voilà. La ville a été détruite à 85%, il y a eu 2000 morts. C'est énorme. Et à la Libération, Le Havre a été la seule ville de France à ne pas fêter cette libération, justement. Ils gardent de ce bombardement un souvenir absolument terrible. Et dans les années 50, le gouvernement a fait appel à Auguste Perret pour reconstruire la ville. Et il a reconstruit la ville avec un matériau qui n'était pas très souvent utilisé à l'époque, qui s'appelle le béton armé. Alors on se dit, une ville en béton armé, oulala, ça doit pas être terrible. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est que le béton armé, suivant la lumière du jour, et la lumière au Havre est vraiment splendide, en fait, il y a des petits cristaux qui brillent. Et ça donne à la ville Vous avez vu ça ? un aspect. Ah oui, il y a un aspect très changeant suivant la lumière du jour. Et puis, ça donne à la ville un caractère, je dirais, d'unité architecturale qui est très belle. Moi, personnellement, je suis revenu sur cette idée d'une ville moche. Et Le Havre est aujourd'hui une ville effectivement très intéressante avec un front de mer qui est sublime, quoi.
Parce que vous décrivez, vous dites Le Havre n'est pas une ville terne et sans âme pour autant. Non. Et vous avez un coup de cœur, ou en tout cas vous êtes ému, parce que c'est plus joli. Vous êtes ému par l'église Saint-Joseph. L'église Saint-Joseph, c'est aussi un hommage à toutes les victimes. Elle a été construite justement dans le but de rendre hommage pour la mémoire de tous les disparus qui ont été victimes des bombardements britanniques en 1944. Et c'est une sorte d'immense phare qui se trouve au Havre. C'est un point de repère. Et j'avoue que quand on m'a dit « il faut absolument que tu ailles à l'église Saint-Joseph, tu verras, c'est sublime ». Et je savais que c'était une église qui avait été également construite en béton. Alors, étant plutôt attaché, je dirais, à un style plutôt classique, j'ai eu les plus grandes craintes, en fait, en allant voir cette église en béton. Et alors, de l'extérieur, elle est impressionnante, mais c'est surtout de l'intérieur qu'on est saisi, parce qu'il n'y a pas de vitraux traditionnels tels qu'on les voit dans nos églises, dans nos cathédrales. Et Auguste Perret a choisi de mettre des petits rectangles de verre colorés. Il y en a 12 000. Et alors là, c'est pareil, suivant la lumière du jour, vous avez toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui se déclinent, et c'est absolument magique. Et on ne peut pas s'empêcher, elle est très haute, elle fait 110 mètres de haut, on ne peut pas s'empêcher d'être saisi. Il y a quelque chose là aussi, un petit peu comme Thomas van Outreeve à Notre-Dame de Paris. On est saisi par quelque chose, par un mot qui s'appelle tout simplement la beauté. Et ces petits morceaux de verre sont figuratifs ou pas? Ce sont des petits, ce sont des petits morceaux de verre, donc on est face un peu à une œuvre, je dirais, d'art moderne. Mais il y a quelque chose qui se passe quand même. Voilà, c'est la lumière. Voilà, les croyants diraient, c'est la lumière divine qui tombe sur nous et qui nous éveille. Bien, chers auditeurs, je crois que nous avons oublié de nous identifier une deuxième fois. Merci beaucoup. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal des cultures et de l'exploration, du jeudi 20 mars 2025, dirigé par Pascal Morer, assisté Michel. Le thème de cette émission est « Au fil de la Seine ». Notre invité est Jean-Louis Boudard, ancien journaliste, voyageur et écrivain, et auteur de La Seine en roue libre, édité chez Transboréal dans la collection Voyage en poche. Merci beaucoup, Michel. Un autre lieu qui vous a beaucoup ému, là je reviens un petit peu en arrière, mais ce sont les ruines de l'abbaye de Jumièges. Oui, ça fait. Là, on est dans un patrimoine, je dirais, beaucoup plus classique, puisque l'abbaye de Jumièges a été fondée au Xe siècle, donc en Normandie. C'était l'une des plus belles et des plus riches abbayes de Normandie. Et malheureusement, lors de la Révolution française, elle a été mise à sac. Les révolutionnaires de l'époque considéraient que les bâtiments, tout comme les rois, devaient être abattus. Et ils s'en sont pris effectivement à cette abbaye qui était un joyau merveilleux. Vraiment, j'aurais aimé la voir avant 1792, comme beaucoup d'amoureux du patrimoine. Et Victor Hugo, en fait, a été très ému en venant. Il est allé sur place. Et Victor Hugo, c'est un romantique, et tous les romantiques sont attachés au patrimoine. On sait sa réaction avec Notre-Dame de Paris, d'ailleurs. Et à la beauté, évidemment. À l'époque. Et lorsqu'il est arrivé à Jumièges, le site était tellement beau, malgré qu'il ait été abîmé, qu'il a dit que c'était la plus belle ruine de France. Voilà. Et cette phrase... ça témoigne un petit peu de ce que ça pouvait être avant. Et moi, j'ai pas tout à fait, je dirais, le même avis que Victor Hugo, c'est-à-dire que j'aurais préféré qu'elle soit pas détruite. Voilà. Franchement, même si la ruine est belle, c'est vrai qu'elle est très impressionnante, il reste encore beaucoup de choses, mais il n'y a plus de toiture, il n'y a plus de vitraux, il n'y a plus rien. Et ce qui m'a beaucoup touché, en fait, c'est cette façon qu'ont certains de vouloir détruire à des fins politiques le patrimoine. C'est bien dommage. Ou religieuse même. Ou religieux, oui. Et donc l'abbaye de Jumièges a été vendue comme bien national, elle a été dynamitée, démantelée pierre par pierre, et voilà. Donc il en reste quand même quelque chose. Donc la visite de Jumièges est tout à fait intéressante, et elle témoigne aussi de ce que pouvait être, je dirais, la magnificence de l'architecture normande de cette époque.
Donc vraiment un détour, ou en tout cas un arrêt à l'abbaye. Oui, puis vous êtes là dans un Oui. parc qui est fabuleux, qui s'appelle Magnifique. le parc naturel des Boucles de la Seine. Ah Et là, oui, alors c'est peut-être quelques extraordinaire. mots, En quelques mots deux quand mots, même. c'est fabuleux. Comme nous l'avons dit au début de cette Oui. émission, la Seine a une faible pente et elle crée, à la sortie de Paris, on le voit dès Boulogne, des méandres extraordinaires. Et en Normandie, en fait, il y a une sorte de microclimat qui fait que on est dans un cadre de verdure extraordinaire. Il y a des vergers. Il y a d'ailleurs une route qui s'appelle la route des fruits, où vous passez au printemps avec tous les arbres en fleurs. Et voilà, c'était un endroit que j'ai découvert, que je ne connaissais pas, qui m'a beaucoup, beaucoup séduit. Ouais, la Seine est séduisante. La scène est très séduisante, oui. Et elle passe par d'autres endroits aussi, d'autres espaces naturels comme ça, puisque en référence à votre livre, que je n'ai pas montré d'ailleurs, que j'ai complètement oublié de montrer, donc La Seine en roue libre, Jean-Louis Boudard chez Transboréal, il y a une carte, comme toujours chez Transboréal, qui aide beaucoup le lecteur, et où on en voit non seulement votre parcours, mais également on voit ces différents sites naturels, dont le Parc national des forêts, le Parc naturel régional de la forêt d'Orient dont nous avons parlé, les lacs d'Orient dont nous avons parlé, la réserve naturelle nationale de la Bassée, le Parc naturel régional donc des Boucles de la Seine normande, puis le Marais Vernier et enfin la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine, où vous allez d'ailleurs. Vous faites un détour. Donc beaucoup d'endroits aussi magnifiques et... Oui, je crois protégés. qu'il serait bon que les gens qui ne connaissent pas la Seine fassent l'effort de la découvrir parce qu'elle le mérite. Et effectivement, elle compte tout au long de son parcours un certain nombre de sites naturels qui sont magnifiques. On a parlé de la forêt d'Orient. Le parc de l'estuaire de la Seine également est un endroit qui est fabuleux parce que c'est le dernier grand espace avant le port géant du Havre, qui est quelque chose de colossal. Et cet estuaire, en fait, est partagé en deux. Sur la rive nord, vous avez tous les camions, tout le trafic qui passe parce que c'est colossal. Le Havre, c'est 3 millions de conteneurs par an. Vous imaginez la masse de camions que ça représente? 3 millions de conteneurs. Là, on est vraiment... On n'imagine pas. On est au cœur de la mondialisation. Ouais. Quand on va au Havre, on comprend en fait comment tout ça fonctionne. Il faut aller au Havre. Les gens vont plus facilement sur l'autre rive, à Honfleur, parce que c'est beaucoup plus touristique. Le Havre, ça l'est moins, mais c'est intéressant de comprendre ce qu'est aujourd'hui le commerce mondial. Et donc avant d'arriver au Havre, vous avez, en longeant la Seine, puisque mon objectif c'était de rester au plus près du fleuve, cette zone qui est une sorte de havre, c'est le cas de le dire, de havre de paix, où on trouve des espèces d'oiseaux, des espèces végétales, et c'est un cadre qui est préservé. Le Grand Port du Havre a signé un accord pour faire en sorte que cette zone ne puisse pas être construite, parce que la mondialisation allant toujours croissant, il serait tentant pour le port du Havre de se développer et de gagner encore du terrain. Et ce ne sera pas le cas. Donc c'est très bien que cette zone de l'estuaire soit préservée parce qu'elle est également un biotope important pour les oiseaux, pour les poissons, pour les insectes, pour les plantes qui continuent de se développer comme au premier jour de la Seine. Eh bien, cher Jean-Louis Boudard, donc vous écrivez à la fin, effectivement, et on l'a vu durant toute l'émission, mais que la Seine, finalement, joue un rôle stratégique aussi pour la France et sa capitale. Vous parlez d'une sorte de colonne vertébrale liquide, mais surtout, vous dites, ça je l'ai retenu, c'est une synthèse de la France, finalement. Oui, parce qu'on retrouve, je dirais, 20 siècles d'histoire. On en a parlé pour Paris, mais c'est valable pour d'autres sites. On parlait du vase de Vix tout à l'heure, l'époque gauloise. On arrive à des choses beaucoup plus modernes quand on arrive sur Paris. Et moi, j'ai eu le sentiment de traverser la France, effectivement, même si ça n'est qu'une seule partie de notre pays. Mais on peut trouver des populations très différentes. Une histoire, une géographie, une culture, un art de vivre, une gastronomie aussi. On mange très bien le long de la Seine. Vous y arrêtez, vous donnez des adresses d'ailleurs. Oui, je donne quelques à Chatou adresses. Notamment. C'est ça, parce que voilà, c'est quand même des lieux qui sont emblématiques. Et j'ai eu le sentiment de traverser la France et puis de traverser aussi un peu les problématiques. Je rencontre les agriculteurs, je rencontre les gens des cités. On a parlé du port, de l'économie. Voilà, c'est une façon en fait d'appréhender aujourd'hui les différentes questions qui se posent aujourd'hui à la France. Oui. Donc voilà, chers auditeurs, voilà, vous savez que faire avec le livre de Jean-Louis Boudard. Votre conclusion, elle est belle. Vous dites
que pour pouvoir s'éblouir de la beauté du monde, et Dieu sait si vous savez bien le faire, et on a pu le constater, c'est fondamental, c'est à la fois une chance et puis un exercice aussi, un exercice patient. Et vous concluez en disant: ne renonçons à rien de ce qui est encore possible, parce que vieillir, c'est abdiquer. Oui, bah, c'est le message un peu que nous livre Claude Monet. Claude Monet m'a accompagné en fait dans ce voyage quasiment tout au long du fleuve, hein, notamment entre Paris et Le Havre, puisque c'est là qu'il a commencé à peindre avec son maître Eugène Boudin. Euh, et Claude Monet était un fou de lumière. Il a toute sa vie essayé de capter la lumière, de capter la vie. Et je pense que cette vie doit nous habiter jusqu'au bout. Claude Monet, à la fin de sa vie, était atteint de cataracte. Donc pour un peintre, quand on ne peut plus tellement voir, ça devient compliqué. Et il s'est fait opérer d'un œil. Il n'a pas voulu se faire opérer de l'autre. Donc il avait une vision qui était floue, qu'on retrouve sur certains de ses tableaux à l'Orangerie. Je parle des nymphéas. Mais il n'a jamais abdiqué. Son message, c'est de dire continuons, quoi que nous ayons comme difficulté, quels que soient nos problèmes avec la vieillesse. Avec la vieillesse, nous savons que les capacités diminuent, mais on peut toujours avancer. Voilà. Et ça, c'est fondamental. Et ce message-là, oui, j'ai voulu le transmettre parce que on est tous en train de vieillir à l'heure actuelle, à des degrés divers. Mais tant que nous vieillissons, je trouve que dans vieillir, il y a un mot qui est fondamental. C'est le mot vie. Donc on est vivant. Et tant qu'on est vivant, je pense qu'on n'a pas le droit d'abdiquer. Merci beaucoup Jean-Louis Boudard. Vraiment, un beau moment de grâce qu'on passe là en votre compagnie. C'est très gentil. Ça a été Vraiment. très agréable, Pascal, ouais, vraiment. Et j'ai beaucoup aimé partager ce livre avec vous et puis peut-être donner envie à nos auditeurs de parcourir en partie ou en totalité ce fleuve qui mérite beaucoup plus que l'image qu'on en a. Je vous remercie infiniment. Et donc, chers auditeurs, je ne saurais que vous conseiller de vous procurer La Seine en roue libre, donc écrite par Jean-Louis Boudard chez Transboréal dans la collection Voyage en poche. Et vous parliez de vie, justement, et j'aimerais terminer cette émission en évoquant tout ce qui concerne la problématique de la vie. Et en revenant en fait sur la tenue d'un grand rassemblement dont je vous avais dit quelques mots lors de l'émission du mois dernier, un grand rassemblement qui donc cette fin de semaine prochaine, les 22 et 23 mars, au Parc Floral de Vincennes. Il s'agit donc de Viva, le grand forum sur les fragilités, la vie, la fin de vie et la famille, une initiative portée par 17 associations avec des conférences, des ateliers, énormément d'intervenants, je crois 50 associations exposantes, 50 auteurs. Et donc, pour nous en parler plus précisément, Sophie Roberti, qui est patron d'émission, l'émission Éducation et Culture, va nous dire quelques mots parce que je crois qu'elle est en ligne. Donc, je vous propose de mettre les casques. Oui. Bonjour Sophie Roberti. Bonjour Pascal Morer, merci beaucoup de m'inviter pour parler de ce bel événement. Votre interlocuteur précédent parlait de la vie et être vivant, et je crois que c'est ce dont on a envie de parler au cours du forum Viva, de la vie, de ses joies, de ses difficultés, et aussi de l'accompagnement des familles dans toutes leurs dimensions. Alors, cet événement, donc je l'ai dit, il a lieu les 22 et 23 mars prochains. Je crois que les horaires sont de 9h30, pour être très pratique, 9h30 à 18h pour le samedi, avec une soirée aussi, une possibilité de soirée, et le dimanche de 9h30 à 17h cette fois-ci. Et j'aimerais bien que vous nous disiez peut-être quelques mots sur le programme. Alors, il est très vaste, le programme. Alors, le Forum Viva, c'est effectivement un événement important, puisqu'en fait, il a été organisé par 17 associations, donc vous imaginez ce que ça peut représenter. Et le programme est lui aussi très vaste, puisqu'il y aura proposé à tous les participants 150 intervenants, 80 conférences et ateliers, et puis aussi des points d'écoute. Et les thèmes qui vont être parcourus au cours de ces 2 jours sont le début de vie, le couple, la famille, les fragilités et la fin de vie. Donc ce sont des sujets passionnants qui nous concernent tous, mais vraiment tous, parce que on a tous envie ou besoin de parler de difficultés de la famille ou de sujets qui nous sont souvent assez particuliers, mais qui présentent un intérêt assez global. On va avoir des sujets autour du handicap, par exemple, autour de
des difficultés quand on apprend le handicap, ou alors des questions autour de la GPA, des sujets bioéthiques, ou alors les écrans et les réseaux pour les enfants, comment faire pour les maîtriser, pour pas les subir, des questions autour du couple, le couple et la carrière, le couple face à l'épreuve, ou quand les enfants quittent le nid, et puis la fin de vie, que se passe-t-il quand on doit accompagner un parent pour sa fin de vie ou pour son grand âge. Donc vous voyez des sujets extrêmement variés. Je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a vraiment de quoi se nourrir, de quoi réfléchir, et puis aussi de quoi être accompagné. Et il y a aussi des parcours pour les jeunes, pour les lycéens et aussi pour les étudiants, parce que eux aussi peuvent se poser des questions sur le sens de leur vie. Et ça, c'est très important aussi. C'est une manifestation qui n'a jamais eu lieu. Non, ça n'a si jamais global eu lieu. Et si... Oui. Oui, c'est parce qu'en fait, je vous parlais de 17 associations. Ces 17 associations, vous en connaissez un certain nombre. Oui. Ça va de l'OCH, l'Office chrétien des personnes handicapées, à l'Alliance Vita, la Fondation Jérôme Lejeune, Ictus, Choisir la vie, La Marche pour la vie. Donc, vos éditeurs les connaissent, ces associations. Elles sont diverses. Leurs sensibilités sont différentes, mais elles ont toutes une préoccupation commune, c'est le respect de la vie, cet amour de la vie qu'on veut d'une certaine manière célébrer, sans en cacher les difficultés. Et je crois qu'il y a moyen, au cours de ce Forum Viva, d'évoquer des sujets particuliers qui peuvent nous toucher, mais c'est vraiment il y a vraiment de quoi faire. Alors célébrer la vie, c'est vrai que ça finalement de terminer l'émission avec vous nous va bien, hein, Jean-Louis Boudard. Complètement, oui, tout à fait, c'est ça. Et je voulais, alors il faut s'inscrire, hein, je crois. Enfin, il est préférable de s'inscrire. Oui, il est toujours préférable de s'inscrire parce que ça permet d'accueillir dans les meilleures conditions possibles nos participants. Puis on n'a pas très envie qu'ils fassent la queue à l'entrée du Parc Floral, parce que ça se déroulera à l'entrée du Parc Floral de Vincennes. Donc c'est tout près du métro, donc c'est quasiment Paris. Et je crois que ce Forum Viva ne peut qu'apporter de belles rencontres, de bons moments, je pense qu'il y aura de l'émotion aussi. Je crois qu'il y en aura vraiment pour tous les goûts et pour tous les besoins. Écoutez, grand merci Sophie et Sophie Rouberti. Peut-être dernière indication et importante, pour s'inscrire, il y a le site www, donc viva-du6 leforum.fr. C'est là où il faut aller, ou vous avez une autre adresse ? Écoutez, non, c'est au Parc Floral de Vincennes, donc voilà. On trouvera facilement. Et puis voilà, c'est la bonne adresse pour s'inscrire sur Internet directement. Écoutez, j'espère qu'on va être très nombreux à venir vous retrouver, à participer à cet événement. Je suis ravie de vous rencontrer à ce moment-là. Voilà, en plus, ça sera l'occasion. À très très bientôt, Sophie. Oui. À très bientôt, merci. Merci, au revoir. Au revoir. Bien, chers auditeurs, il me reste maintenant à vous dire au revoir, tout simplement. Remercier infiniment Jean-Louis Boudard pour son livre, je le rappelle, La scène en roue libre, édité chez Transboréal, Sophie Rouberti, Michel, qui a la gentillesse de m'assister, Benoît, et puis bien sûr autre Michel au secrétariat. Et je vous donne donc rendez-vous dans une semaine. Non, pas dans une semaine. Vous voyez, j'ai tellement envie de vous retrouver, mais dans 4 semaines. À très bientôt.